Bonjour à tous. D'abord, remerciements à la personne qui a co-animé avec moi, Nadia Fassiferi, qui est coincée dans les embouteillages rabattis. Et merci à Daniel Perron, qui a été un gros contributeur sur la prise de notes et la rédaction de ce compte-rendu. Mais aussi un grand merci à tous les participants, parce que notre atelier était très complet, 80 personnes à peu près dans la salle, très interactif. Merci pour la participation, l'interactivité et surtout pour le parler vrai que tout le monde a utilisé. Donc, on a rappelé très rapidement ce qu'étaient les objectifs de l'espace européen d'enseignement supérieur, avec un petit bilan et ensuite des propositions. Donc, tout d'abord, la mobilité étudiante en Europe et hors d'Europe, le système de transférabilité des acquis, la reconnaissance mutuelle des formations et la mobilité enseignante. Alors, le bilan, quel est-il ? Sur la modularisation, on est à peu près OK de part et d'autre de la Méditerranée. Les découpages, les organisations de formation sont conformes aux prescriptions de l'espace européen d'enseignement supérieur. Par contre, sur la semestrialisation, le résultat est pour le moins inégal. Certains ont compris la semestrialisation simplement en faisant contenir les enseignements dans un même semestre. Ça, c'est à peu près généralisé. Par contre, le fait de donner l'opportunité aux étudiants qui auraient raté un module au semestre 1 de le suivre à nouveau dans des modalités comparables au semestre 2, là, très peu de structures le permettent. Et le sondage rapide qu'on a pu faire, c'était vraiment quelques unités, on va dire moins de 10% de l'effectif de nos établissements ont cette possibilité. On a d'ailleurs insisté là-dessus sur la problématique de la dimension des promotions. Jamais les électifs ne sont rejoués 2 fois. Par contre, les cours de base peuvent l'être, à condition que les conditions matérielles liées à cette reproduction ne soient pas trop pénalisantes en termes de ressources humaines et en termes de coûts. L'organisation en unité capitalisable est à peu près correcte. Par contre, où on trouve de grandes divergences, c'est quand on est en train de parler de la notation ICTS et des systèmes qui permettent de valider un niveau, de passer en année supérieure, en niveau supérieur. Et là, il y a à peine 10% des présents dans la salle qui sont complètement orthodoxes par rapport à ce qui nous avait été dit dans cet espace européen d'enseignement supérieur, à savoir le nombre de crédits ad hoc, point à la ligne. Beaucoup font cohabiter un système avec des notes, des coefficients, des moyennes et une information ICTS. Et beaucoup ont trouvé aussi des difficultés dans la conversion pour leurs étudiants avec le système américain, où bien sûr, vous savez tous que un B est déjà une pas trop bonne note, un C est catastrophique, alors que chez nous, ça se veut une répartition statistique de la population ayant réussi et validé les épreuves. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Mais Martine Boutillon nous a expliqué qu'il y avait des évolutions en cours et des tunings fins, et nous allons, entre autres dans le cadre de la commission formation, pouvoir revenir au cours de l'année sur ces ajustements. Et surtout, alors il y avait dans ces prescriptions européennes un volant important qui était le référentiel de compétences qu'on retrouve aussi dans les demandes des instances d'habilitation. Et là, le constat est que le retard est à peu près généralisé. Beaucoup ont signalé le fait que de plus en plus il y a une prise en compte du profil individuel des étudiants, de ses notes, et que les entreprises sont en recherche de talents très individualisés, de personnalités, totalement en cohérence avec ce qui nous avait été dit dans la conférence du professeur Rachid Ben Mokhtar, vraiment très cohérent avec ce que nous avons dit la première journée, la première matinée. Un débat s'est instauré sans être tranché sur la limite, la frontière entre ce que doivent faire les établissements et ce qui appartient aux entreprises. Sur le sujet de est-ce que d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée, l'école doit s'arrêter à la formation et à la délivrance des diplômes, la caractérisation par le supplément au diplôme étant suffisante, charge à l'entreprise de faire le tri entre les étudiants ayant validé nos enseignements en choisissant les profils qui sont adaptés aux postes qu'elles ont à pourvoir. Donc là, il y a un débat non tranché, mais l'atelier a abordé ce point. Un autre point important concernant le supplément au diplôme, une question a été posée concernant la délivrance
aux entreprises qui le demanderaient directement. Il a été très clairement réaffirmé que c'est la propriété de l'étudiant, que les établissements doivent le fournir aux étudiants, mais par contre qu'on n'a pas à le communiquer directement à un autre demandeur. On a essayé de voir quelle était l'influence de l'espace européen d'enseignement supérieur sur le taux de présence des étudiants étrangers dans nos écoles. Donc là, c'est vraiment une stratégie qui est très propre à chaque établissement, avec des différences fondamentales concernant les stratégies de langue d'enseignement. On a eu un focus sur la francophonie active et je l'illustrerai par exemple par le point concernant la formation de militaires donc qataris et on nous a dit qu'il y avait vraiment un plus à venir faire des études en langue française parce que les Qataris donc ont la langue arabe parfaitement maîtrisée, très souvent la langue anglaise et que c'était vraiment un plus pour eux que de venir en apprendre une troisième plutôt que d'aller dans un pays anglophone qui ne leur apporterait pas de complément sur ce point de vue. On a évoqué aussi la logique de marque beaucoup plus avancée dans les écoles de management que dans les écoles d'ingénierie et d'ingénieurs, mais ce sont des choses qui commencent à préoccuper un certain nombre de personnes. Et alors, et là c'est vraiment un point très important, la problématique d'accueil. Tout le monde s'accorde à dire que le parcours pour un étudiant étranger, marocain entre autres, pour venir en France est complexe, semé d'embûches, avec des difficultés administratives pour lesquelles il va falloir essayer de trouver des améliorations. D'abord, concernant l'articulation entre Campus France et le consulat et les services consulaires, il s'agit vraiment de faire en sorte que ça soit un peu plus fluide et que chacun des établissements utilise la possibilité qui lui est offerte d'intervenir par son correspondant avec ses clés d'accès sur le système informatique des CEF pour pouvoir suivre la progression des dossiers des étudiants et intervenir en posant des questions et en essayant de faire accélérer certaines choses. Et il nous a été rappelé que, de toute façon, le consulat avait le dernier mot, dans tous les cas, après l'avis, qu'il soit positif ou négatif, mais très souvent et très majoritairement positif de la part de Campus France. L'avis du consulat se base sur au moins 3 critères, le risque à l'ordre public, le risque migratoire avéré et les ressources pour vivre en France associées aux étudiants qui veulent aller en France. On nous a parlé ici aussi de dispositifs très forts qui sont débutants et qui vont être amplifiés bientôt, mis en place par les réseaux d'anciens marocains issus des grandes écoles françaises qui financent à la fois le passage des concours, le passage des oraux, mais aussi le séjour en France de ces lauréats, au moins de ceux qui ont réussi les concours. Un problème a été cité qui est très source de grosses difficultés, c'est pour le logement des demandes de caution sur le territoire français, même si on a un cadre supérieur mais qui est payé en dirhams, grosse difficulté pour une caution sur le territoire français en euros, et jusqu'au Crous qui peut arriver à demander le paiement intégral d'une année de location de chambre à des étudiants arrivants. Donc je vous laisse imaginer les difficultés.